Territoire d'info, Cyril Viguier. Bonjour, bonne journée, bienvenue dans la matinale d'info de Public Sénat et de Sud Radio avec la participation de la presse quotidienne régionale. Aujourd'hui, notre invité, c'est Didier Guillaume. Bonjour Didier Guillaume. Bonjour. Vous êtes sénateur de la Drôme et président du groupe socialiste au Sénat. Et vous serez interviewé ce matin sur une actualité dense par Christophe Bordet de Sud Radio. Bonjour Christophe. Bonjour. Et par Mickaël Zamès de Public Sénat. Bonjour Mickaël. Bonjour à tous. Comme chaque jeudi. Didier Guillaume, un sondage du Parisien révèle ce matin que s'il était possible de voter sur Internet, plus de la moitié des électeurs qui ne se déplacent pas changeraient d'attitude. 79% des jeunes de 18 à 24 ans qui s'abstiennent ne le feraient plus. Frédéric Lefebvre, qui est député des Français de l'UMP et les Républicains, appelle la droite et la gauche à s'unir pour en demander l'instauration. Est-ce que ça vous intéresse ? Oui, ça m'intéresse. J'ai vu ce sondage. C'est pas dans la tradition française. Tradition française, le vote n'est pas obligatoire, on doit se déplacer dans son bureau de vote. Moi, quand j'étais maire de ma commune, j'avais installé les machines à voter. Et ça avait beaucoup plu, parce que ça prenait 3 minutes et le résultat était fait en 5 minutes à la fin. Donc il y a peut-être possibilité de moderniser les choses, mais attention, on sait très bien que derrière, il peut y avoir tout un tas d'abus. Donc ce sondage est positif, il va dans le bon sens, et peut-être que les responsables politiques devraient regarder. Ça ne pourra pas se faire, à mon sens, dans l'année qui vient. Mais ça peut être un chantier intéressant. Mickaël Zamès. Et Christophe Bordet aussi, on va vous interroger sur la réforme du Code du travail. On ne touche pas au contrat de travail, on ne touche pas aux 35 heures, on ne touche pas à pas grand-chose finalement dans cette réforme. Manuel Valls parle de révolution, on a besoin d'une réformette. Oui, je sais, en règle générale, les commentateurs dont vous faites partie disent que cette réforme ne sert à rien. Mais en règle générale, d'ailleurs, beaucoup disent que ça ne sert à rien de réformer. Et pourtant, nous voulons y aller. Mais nous avons des valeurs fondamentales qui nous guident à gauche. Les 35 heures, ce n'est pas un tabou, mais c'est un acte fort. Attendez, les 35 Christophe heures, Bordet. Didier Guillaume, pardon, mais les 35 heures là, si on a bien compris le texte et la volonté de la réforme, en réalité, on n'y touche pas vraiment. On ne fait pas une vraie réforme autour des 35 heures. C'est ce que je vous dis. C'est ça le problème. C'est ce que je vous dis. Pourquoi ? Non, c'est pas ça le problème. C'est une fierté. Pour moi et pour la gauche. C'est un symbole. C'est un symbole. C'est C'est plus qu'un symbole. Quel est le sujet ? Pourquoi faudrait-il toucher aux 35 ça heures ? ça la vraie réforme. Mais pourquoi ? Donnez-moi une raison pour y toucher. Vous n'en avez pas. Il y a peut-être Vous n'en avez pas parce que il y a peut-être des ça chefs ne d'entreprise pose qui ont aucun... besoin d'avoir beaucoup plus de souplesse. Oui, mais c'est justement pour ça que le Code du travail va être changé et que dans les négociations par branche ou par filière, il y a possibilité d'avoir de la flexibilité, d'avoir de la souplesse. Mais les 35 heures, on n'a pas à y toucher. Et donc ce Code du travail dont tout le monde dit qu'il est trop gros, au moment où le gouvernement, Myriam El Khomri, Manuel Valls s'engage fortement là-dedans, alors maintenant on dit c'est une réformette. Ça, c'est la France. Parce qu'il n'en sort pas énormément. Mais vous n'en savez rien, ce qui va en sortir, Mickaël Zamès, puisqu'il a été présenté hier. Vous n'en savez absolument rien, et j'en sais guère plus que vous. Ce que je sais, c'est qu'il y a des symboles qui ne bougeront pas. Ce que je sais aussi, c'est que nous voulons le diminuer. Nous voulons rendre plus flexible l'accès au travail. Nous voulons que les entreprises et les salariés comprennent ce qu'il y a là-dedans. Aujourd'hui, c'est une lourdeur. C'est pareil, tout à l'heure, nous évoquions le vote par Internet. Ce pays est fait de lourdeur. Il ne s'agit pas de tout balayer, mais on ne peut pas rester sur ce que nous pensions il y a 30 ou 40 ans, sur la façon dont les choses étaient faites il y a 30 ou 40 ans. Didier Guillaume, 2 questions. Premièrement, c'est ça le social-libéralisme à la Hollande ? Non, je ne sais pas ce qu'est le social-libéralisme, moi. Moi, je suis un social-démocrate. Hollande est un social-démocrate. Ouais. Nous voulons réformer dans la justice. Emmanuel Valls, un social-réformiste. Oui, social-réformiste, Oui. social-démocrate, c'est pareil. Nous Donc voulons... c'est pareil. Je viens de vous le dire, nous voulons réformer dans la justice. C'est ça l'axe de la politique qui est menée sous l'autorité du chef de l'État. Réformer dans la justice. Quand je regarde ce que disent les Républicains et leur chef de file, je me dis que si vraiment ils arrivaient au pouvoir, il y aurait un vrai problème. C'est lui l'adversaire, c'est Nicolas Sarkozy. Non, Depuis plus d'une semaine, Manuel Valls, dès que Nicolas Sarkozy dit quelque chose, c'est Manuel Valls qui répond ou François Hollande. Vous avez trouvé votre adversaire. Non. François Hollande ne répond pas à Nicolas Sarkozy. François Hollande répond il répond aux doutes, aux questions, aux interrogations des Français. Par contre, Manuel Valls, c'est pour ça qu'il y va. Manuel Valls, c'est son rôle de chef de la majorité. Mais notre adversaire, ce n'est pas Nicolas Sarkozy. C'est qui ? Notre adversaire, c'est l'extrême droite et c'est Marine Le Pen. Et Nicolas Sarkozy, c'est un concurrent dans un champ démocratique, mais en même temps, Nicolas Sarkozy est dans une dérive totale.
extrême droitière. Et nous voulons débusquer cela, nous voulons le mettre sur la table. Et c'est le rôle du chef de l'État, des responsables politiques de dire cela. Mais C'est nouveau, nous ça, de dire que commettrions, votre adversaire, nous, c'est le com- Front nous National commettrions, et pas les nous- Républicains. nous commettrions une erreur fondamentale à nous focaliser toujours et encore sur Nicolas Sarkozy. Je pense que nous devons parler aux Français. Parler aux Français, c'est leur expliquer la politique qu'ils ne comprennent pas assez bien, leur expliquer les résultats qui vont venir, leur expliquer la ligne économique, la ligne sociale, la ligne républicaine. Sauf, Didier Guillaume, que les Français, on le voit bien, à l'approche des régionales, n'y croient plus. Ça n'accroche pas pour les régionales. On a l'impression que cette campagne, d'ailleurs, en réalité, n'a pas démarré. Ça prouve bien que ce que vous dites aujourd'hui est assez inaudible auprès de l'oreille des Français, globalement. Mais c'est normal que la campagne des régionales n'ait pas démarré, puisqu'on ne connaît pas les candidats encore. Les listes ne sont pas déposées, c'est comme dans toute élection. On parle longtemps à l'avance, c'est comme la présidentielle. Un petit peu quand La même, campagne dans les présidentielle, régions. la On sait campagne- bien, Non, on sait pas bien du qui est tout. candidat dans le Nord-Pas-de-Calais. On connaît les têtes de liste, mais on ne connaît pas les candidats. C'est faire fi de ce système électoral où il y a des listes. La campagne présidentielle, elle n'a pas démarré encore. Mais on voit à peu près Ah qui bon pourrait... On avait, On avait pu comprendre le laissez-moi contraire finir. avec François Hollande Eh ben, qui allait à la non, rencontre non, des mais Français on voit à peu près qui chez va être Lucette candidat. boire le Parce café que dans vous- des tasses offertes par la mairie. Parce que vous pensez, vous, que quand le président de la République va voir des citoyens sur le terrain, il n'est pas dans son rôle? Ben moi, je pense qu'il est dans son rôle. Et je pense qu'il ne le fait pas assez. Ça fait des mois et des mois que je souhaite et que j'espère que François Hollande aille sur le terrain tous les jours pour aller discuter avec le peuple de France. C'est un appel à Avec François les Hollande que vous élus, le faites, là. avec les élus, avec les corps intermédiaires, les grands responsables d'associations Est-ce économiques. que ça n'arrive et pas un peu avec le- tard, ça, avec le justement, le peuple? fait Non. que le président de la République aille enfin sur le terrain Ça arrive toujours au bout de tard. 4 ans? Mais il y a, d'abord, c'est pas 4 ans, il y allait beaucoup sur Presque le terrain. 4 ans. Il y allait beaucoup sur le terrain, mais il y a une accélération. Pourquoi il y a une accélération? Je vais vous le dire. Parce que la politique que nous menons, sous l'autorité du chef de l'État, n'est pas comprise par la population. Et la meilleure façon qu'elle soit comprise, c'est que le chef de l'État lui-même aille sur le terrain. Mais ça ne suffit pas. Moi, je demande à tous les ministres, Il faut des résultats. tous les ministres du gouvernement, d'aller sur le terrain. Parce Il que faut des résultats. les résultats arrivent. Les résultats arrivent. quand Là, Quand, aujourd'hui, Guillaume, quand les marges des entreprises sont un peu plus fortes. Le chômage, je l'espère, a commencé à baisser et baissera durablement. Les collectivités locales auront un peu de moyens pour investir. La ruralité a été préservée par le chef de l'État. Le monde économique est en train de voir que le CICE porte ses fruits. C'est pour ça, mais c'est très compliqué. Et je ne vais pas vous dire tout va bien, Madame la Marquise. Michael Pas Zames. du tout. Justement, je reviens un tout petit peu en arrière dans la semaine. Le recul du gouvernement sur les impôts locaux, sur la DGF, sur les retraites, les allocations adultes handicapés. On croyait qu'avec Manuel Valls, la machine à couacs c'était terminé. Moi, j'applaudis des deux mains. Je suis vraiment très heureux de ces décisions. Elles sont formidables. Et je regrette que l'administration française travaille de son côté, peut-être pas assez en relation avec le politique. À quel niveau? faute de l'administration. À quel niveau? Laissez-moi finir. Parce que je pense vraiment que ce gouvernement a réformé comme jamais et a demandé des économies comme jamais. Il n'y a pas un gouvernement sous la Ve République qui a autant baissé les Mais dépenses. vous visez l'administration. Donc Qui est cette on administration demande à l'administration de qui, c'est produire... Bercy C'est Bercy. Mais Bercy notamment et beaucoup d'autres. Là, on dit la forteresse de Bercy. Font des propositions et puis après, elles sont arbitrées. Mais on vit dans un pays, à l'époque de François Mitterrand, voire même de Nicolas Sarkozy ou de Jacques Chirac, il n'y avait pas les réseaux sociaux, les chaînes d'infos en continu. Donc les choses se faisaient en planquette. Là, aujourd'hui, les choses sont sur la table. La réforme, les impôts, c'était inacceptable que des personnes âgées, parce que la demi-part des veuves a été supprimée sous François Fillon. Et il en va rentre de dans même pour l'impôt. l'allocation On- adulte handicapé. Je vais vous le dire, moi, on aurait dû le faire avant. Ben, on le fait maintenant. Mais Et Didier c'est très Guillaume, bien. vous- C'est le résultat qui compte. Vous aviez bien C'est le vu que résultat ça allait qui compte. arriver, ça, Bien quand sûr. même. Comment se fait-il qu'on réagisse aussi tardivement Mais au gouvernement? Ce qui compte, c'est le résultat. C'est le résultat. Le PSG a fait un très bon match contre le Real de Madrid, mais ils ont perdu. Non, mais on se demande D'accord, quand même. mais moi, je préfère- On se demande je parfois préfère s'il y a un gagner- Premier ministre aux commandes, Je s'il y a un préfère- pilote dans l'avion. Je quand préfère même. gagner même parfois en mal jouant. C'est le cas de l'allocation adulte handicapé, c'est le cas des impôts, c'est le cas de la DGF pour les collectivités locales, c'est très important. Et j'ai fait partie de ceux qui ont dit que ce n'était pas possible que la réforme de la DGF se passe telle qu'elle était prévue. Ben, il faut discuter. Alors vous pouvez appeler quoi, vous pouvez appeler ça comme vous voulez. Vous appelez Ce ça qui comment compte, mais moi j'appelle ça de la réelle politique. De la réelle politique. Ce qui compte, c'est le résultat final. Réel politique aussi, par exemple, les députés qui ont voté cette nuit la fin des aides au logement pour les étudiants dont les parents sont assujettis à l'ISF.
Le gouvernement est contre, les députés ont voté pour. Confusion ou pas? Non, mais Réel politique. je ne sais pas, vous me l'apprenez. Mais le Parlement est libre et peut faire des choses contre Réel l'avis politique. du gouvernement. Ça peut être un signe à donner aussi, en disant, écoutez, lorsqu'on paye l'ISF, on peut peut-être aider ces Ah, et ces Notre-Dame-des-Landes, enfants. alors vous en pensez quoi? C'est couac ou pas? Mais non, mais pourquoi vous Réel parlez politique, Pourquoi alors. vous parlez de quoi? Non, c'est l'état de droit. Moi, je regrette hier la petite manif la manif Ah oui. des dirigeants écologistes à Notre-Dame-des-Landes. Parce que se passe-t-il? Il y a le fond et la forme. Il y a d'autres, il y a eu Sylvain, on a vu ce qui s'est passé. Aujourd'hui, les recours au tribunal ont été purgés. Donc il faut que le site de Notre-Dame-des-Landes soit évacué. Mais là, il n'y a pas de débat, c'est l'état de droit. C'est ce qu'a dit Manuel Valls. Après, on verra comment les choses se passeront. Mais les responsables écologistes sont contre la construction de cet aéroport. C'est leur droit. Je respecte cela. Mais enfin, il y a une majorité d'élus sur le terrain, vraisemblablement de la population, qui sont favorables. Emmanuel Donc- Coste, Cécile Duflot, bras dessus, bras dessous, c'est une erreur de Avec leur Noël part. Mamère. Ah non, non, moi je ne me permettrai pas de dire que c'est une erreur. J'ai regretté le fait qu'ils y aillent. Parce que le signe à donner, c'est à la fois on est pour ou contre la construction de l'aéroport, mais il y a des gens, qui, pas d'ailleurs de la région, des spécialistes de l'animation, si je puis m'exprimer ainsi, qui occupent le site. Il n'y a pas de zone de non-droit en France. On ne peut pas dire dans les quartiers, à la Castellane ou ailleurs, ce sont des zones de non-droit et c'est inacceptable. Et les mêmes dire Notre-Dame-des-Landes, c'est normal parce que ce sont des gentilles personnes Emmanuel qui Coste occupent. qui dit il y aura un avant et un après. Vous attendez à des représailles? Oui, il n'y aura pas de représailles. Oui, j'ai entendu cette remarque. Elle m'inquiète un petit peu. Pourquoi? Elle m'inquiète un petit peu parce que je pense que dans un moment où la gauche a besoin de se rassembler, notamment face à l'extrême droite, dans un moment où il y a besoin de clarté politique, là, ça peut mettre un peu de friture sur la ligne, mais je pense que des rencontres avec Emmanuel Cos auront lieu pour essayer de décrypter C'est prévu, tout ça, ça de regarder. Ah bah non, je ne sais pas, mais je pense qu'il faut. Je demande qu'elle se fasse, oui. Didier Guillaume, Christophe Bordet. le vote des étrangers, promesse de campagne de François Hollande, enterré devant les étudiants de Sciences Po par Manuel Valls. Sujet trop touchy là, à la veille des régionales. Non, Il ne faut plus en parler. non, on peut toujours en parler, mais vous savez, moi, je crois que on parlait de réel politique tout à l'heure. Ça aussi, c'est la réelle Il politique. y a des choses que l'on peut faire, des choses que l'on ne peut pas faire. Moi, j'aurais aimé, Pourquoi on ne peut pas le faire? parce qu'il n'y a pas de majorité dans ce pays, ni dans un référendum. Je ne pense pas que les Français aujourd'hui soient favorables, ni dans le vote du Congrès. Il n'y a pas les 3/5. La droite a changé de position sur le sujet. Alors moi, je vais vous dire une chose. Il faut qu'on arrête de brandir sans cesse les chiffons rouges, les totems de la gauche usée ou pas. Soit nous sommes capables de faire les réformes, nous les faisons, soit nous constatons que ce n'est pas possible et nous arrêtons d'en parler. Parce que les Français ne comprennent plus rien. Le message est brouillé. Restons sur 2 ou 3 thèmes simples. Le redressement de la France dans la justice, une économie plus efficace, et là on est en train de le voir, une justice sociale plus affirmée, une justice fiscale meilleure. Et puis le reste, si on peut le faire, on le met sur la table. Si on ne peut pas le faire, on ne le met pas sur la table. 2017, par exemple, il faudrait le reproposer ou pas? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas parce que ça sera exactement la même solution. Les Français n'y sont pas favorables et il n'y a pas de majorité, le Sénat bloquant, la droite bloquant, pour le faire. Donc après, je pense que ça peut créer un malaise d'abord pour les gens concernés et ensuite pour nos électeurs qui nous disent, mais enfin, vous faites des propositions, mais vous n'arrivez pas à les mettre en application. Moi, je ne suis pas pour un catalogue de propositions. Je suis pour des orientations, pour un sens donné à l'action. C'est pour ça que j'appelle de mes voeux des sorties nombreuses de François Hollande, du président de la République sur le terrain. Il faut qu'il aille donner du sens, qu'il aille expliquer sa politique, qu'il prenne le pouls de la France. Les Français, vous Quitte savez... à arrêter quelques réformes pour l'instant, d'arrêter Non, de mais il réformer s'agit et attendre. pas du tout, il ne s'agit pas d'arrêter de réformer, il faut continuer. Mais il faut faire des réformes que nous sommes capables de faire et qui améliorent la vie des Français. C'est ça et rien d'autre. Christophe Bordet. Didier Guillaume, on parlait du vote des étrangers qui est donc maintenant renvoyé au calendrier grec. Il y a un autre sujet qui réapparaît là, c'est Bruno Le Roux, le président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, qui l'a dit d'ailleurs ici, voilà, qu'il fallait remettre sur le tapis la légalisation du cannabis en France. Vous-même, vous pensez quoi de ça? Est-ce qu'effectivement c'est une question qu'il va falloir trancher une fois pour toutes? Parce qu'on sait qu'il y a grosso modo 17 millions de Français qui ont déjà touché à un joint, par exemple. Moi, j'ai une position assez claire, mais les choses peuvent évoluer. J'y suis opposé, totalement opposé, fondamentalement opposé. Je pense que ce n'est pas un signe... Vous avez jamais fumé, vous? Non, je pense que c'est... Je fume, mais j'ai jamais fumé de cannabis. Je pense que ce n'est pas un signe à donner
à la jeunesse de France. Par contre, on voit qu'il y a un problème. Donc si ce débat doit être mis sur la table, qu'il le soit par le Parlement, par les députés, par des associations. Mais je n'engage pas le gouvernement à aller dans cette direction. Et puis s'il y a une possibilité et s'il y a un consensus, ben, nous en discuterons, pourquoi pas. Mais vous savez, aujourd'hui, les gens, moi, ce qu'ils me demandent dans la Drôme, c'est comment ils vivent, comment ils mangent, comment ils se déplacent, comment ils trouvent du boulot, comment ils se logent. C'est pas le reste. Donc concentrons-nous sur l'essentiel de ce que veulent les Français. Petite question annexe. Vous avez vu que l'attaquant de l'équipe de France, Karim Benzema, connaît quelques problèmes avec la justice. Est-ce que c'est quelque part une image de la France qui est écornée ? Écoutez, on ne sait pas ce qui s'est passé vraiment, des histoires entre joueurs avec des nanas, bon, moi, je veux pas peu importe parler le de ça. fond, peut-être sur la forme. Non, mais sur les valeurs du sport. Mais oui, mais les valeurs du sport, vous savez, quand on voit ce qui se passe à la FIFA, les valeurs du sport, il y a longtemps que moi, elles me font mal. Mais je pense que c'est... Le foot qui est malade. Laissons la justice faire... Je ne sais pas si c'est le foot. C'est le sport business et le sport fric qui est malade. Parce que ça se passe ailleurs. J'ai vu hier encore sur la Fédération internationale d'athlétisme. Le sport fric et le sport business. Les dérives à tout prix, le gain d'argent à tout prix, c'est pas compatible avec les valeurs du sport. Merci Didier Guillaume. Merci à vous. Sénateur de la Drôme, président du groupe socialiste au Sénat, d'être venu ce matin sur ce plateau. Merci. On passe à l'analyse de l'actualité et des propos de Didier Guillaume avec les éditorialistes de la presse quotidienne régionale. Voilà, bonjour messieurs. J'accueille aujourd'hui Patrick Flukiger, qui est rédacteur en chef adjoint au groupe EBRA pour le Dauphiné Libéré ce matin. Et j'accueille Jérôme Cordelier, qui est rédacteur en chef des éditions locales du magazine Le Point. Bonjour Jérôme. Bonjour. On commence avec le Code du travail, qui n'est pas une réformette, qui est dense. Voilà, il le défend. Patrick Flukiger. Mais vous savez, ils ont promis, le gouvernement a promis de réformer le Code du travail sans toucher un peu à tous les points qui bloquent. Donc, c'est une réformette, mais c'est une réformette qu'on habille le mieux possible. On est allé rechercher Robert Badinter, pour ce qui est une grande image de la gauche, pour donner un peu de lustre à ce dossier, mais sans vraiment y toucher, puisqu'on ne touche ni aux 35 heures, ni au SMIC, ni voilà. Jérôme Cordelier, il dit que nous avons des valeurs, ce sont des valeurs fondamentales à gauche, il dit. On ne touche pas aux 35 heures, bien sûr, mais que le pays des 35 heures. Voilà, mais que le pays a des lourdeurs et qu'il faut tout de même avancer. Oui, enfin c'est pas mal d'entendre ça. Hein. Bon, il est plutôt courageux. Hein. Et Didier Guillaume. pragmatique. Oui, parce que bon, actuellement défendre la politique du gouvernement, c'est pas chose aisée, quoi, hein, parce qu'il y a tellement de reculades et d'incohérences, un peu. L'image est un peu brouillée, les régionales s'annoncent catastrophiques, donc ils montent au feu. Par contre, je trouve qu'il y a quand même aussi un petit peu des vieilles rengaines, et notamment sur le 35 heures, cette espèce de totem qui ne bouge pas. Enfin, je veux dire, quand est-ce qu'on va arrêter avec cette idéologisation d'un débat fondamental pour l'avenir de la France? Surtout qu'en même temps, il se déclare social-réformiste, social-démocrate plutôt. Social-démocrate. Attention, parce que vous savez qu'au PS, il y a des courants très différents. Alors lui, c'est le social-réformisme démocrate défendu par Gérard Collomb, savez, par exemple, et le social-libéralisme. Sur ces termes social-réformiste, social-démocrate, social-libéral... Est-ce que les Français y comprennent quelque chose? Moi, j'ai l'impression, c'est plus qu'une impression, qu'on disserte beaucoup sur le sexe des anges, hein, ce qui compte quand même il y a quand même des différences de fond. Hein, oui, mais ce qui compte à l'arrivée, c'est la politique qui est appliquée. Alors, est-ce qu'on la nomme social-libérale, social-démocrate? C'est quand même une politique assez immobile, contrairement à ce que dit Didier Guillaume. On ne réforme pas beaucoup, et en tout cas pas sur le fond, puisque là, pratiquement tous les points budgétaires qui ont fait problème ont tous été abandonnés. On ne réforme pas, pardon, c'est un classique hein, quand même. Hein, on approche des élections, donc évidemment, on ne va pas lancer des grandes réformes. Voilà. Ce qui est le moins classique, c'est l'espèce de reculade un peu dans la précipitation. Sur des en même temps, il dit que François Hollande, sur le terrain, c'est du mouvement pour donner du sens. Donc là, il a incité le président de la République à continuer sur cette lancée.
Oui, mais enfin, moi je trouve ça. Enfin, c'est des opérations de communication. Hein, je veux dire, Gaspard Cancer est un grand communicant. Il sait très bien utiliser. Moins on agit sur le fond, plus on agit sur la forme, plus on se montre, plus on va serrer des mains. Mais ça, Hollande n'est pas le premier à faire ça. Et j'ajouterais que bon, il y a eu quand même l'opération Lucette, si on peut dire, a été quand même dévastatrice parce qu'on s'est aperçu que tout était monté de A à Z. C'est François Hollande qui s'est rendu chez une habitante d'une visiter. Et on revient sur les couacs du gouvernement. Vous l'avez trouvé et les reculades dans la semaine, il y en a eu 3. Vous l'avez trouvé pragmatique aussi sur cette question? J'ai trouvé qu'il défend quelque chose qui est difficile à défendre. Hein. Donc ça, c'est toujours honorable hein, quand un soldat monte en front. Mais là, c'est le président du groupe socialiste au Sénat qui le fait. Voilà, donc c'est plutôt honorable. Maintenant, c'est vrai que ça trompe personne. Quoi. Je préfère gagner en mal jouant, dit-il, Patrick Flukiger. Oui, enfin, ils jouent mal, effectivement, ça c'est clair. Est-ce qu'ils vont gagner? Est-ce que le gouvernement peut avancer en reculant plus qu'il ne bouge? C'est quand même difficile. On voit bien que Manuel Valls, qui passait pour un grand réformateur, pour un homme volontariste, là, il est obligé un peu d'abandonner toutes ses ambitions. Il y a un credo politique aussi qui est l'adversaire, au fond, c'est Sarko, mais c'est pas tout à fait Sarko, c'est plutôt le Front National. Oui, c'est ce qu'il a dit. Oui. Il n'a pas dit aussi clairement. Mais là, il est coincé. Si, il l'a dit assez clairement. Il a dit l'adversaire, ce n'est pas Sarko. Il a dit c'est le Front National. D'abord, le discours extrême droitier de Sarkozy. Moi, je trouve que le discours de Sarkozy est quand même en recul extrême droite par rapport à la dernière présidentielle là, sur ce créneau-là. Là, la gauche est très embêtée sur ce sujet, puisqu'elle dénonce depuis des années, et en tout cas depuis que la campagne des régionales a vraiment commencé. Il dit qu'elle a commencé d'ailleurs. Elle a commencé dans les états-majors. Il dénonce avec force les tentatives, les tentations de la droite classique de s'allier avec le Front National. Mais ça va être difficile de faire campagne contre le Front National en disant que la droite, c'est la même chose, puisque comment vont-ils faire entre les deux tours? Alors il y a aussi un sujet dont il a parlé, c'est le vote des étrangers, qui est enterré par le Premier ministre. Il parle là encore de réel politique, c'est un terme à l'américaine qui veut dire pragmatisme au fond, Jérôme Cordelier. Oui, pragmatisme, en même temps c'est une mesure assez symbolique hein, et qui est enterrée, mais bon... Il n'y a pas de majorité pour le faire passer en même temps. Enfin, je veux dire, là aussi, c'est du pragmatisme, je veux dire, électoraliste, si on peut dire. Hein. Je veux dire, l'approche des régionales avec un Front National aussi haut, envoyer un signal comme ça, malheureusement, ça serait accroître le discrédit de la gauche. En même temps, ça serait peut-être courageux et peut-être une manière de rassembler et de remobiliser les électeurs de gauche. Donc, voilà. Moi, je pense qu'on parle chaque fois, et chaque fois à l'initiative du gouvernement, du vote des étrangers avant une grande élection. C'était le cas avant les européennes, où Hollande avait dit début mai, je suis pour, j'ai gardé ma conviction. Ça a été un thème de campagne pour les européennes. Là, ça redevient un thème de campagne dans l'autre sens. C'est pas très sain de donner ce thème de campagne chaque fois pour une élection. Je suis tout à fait d'accord, oui, c'est vrai que c'est pas sain. 2017, il a dit que on ne reposait pas le problème. Il va être difficile à poser, mais je suis persuadé que la gauche va ressortir ce thème en 2017, d'une façon ou d'une autre, soit pour dire qu'elle est pour, soit pour dire qu'elle l'enterre. On passe à vos unes respectives. On commence par celle de Patrick Flukiger, qui est la une que vous allez voir dans un instant, qui est le Dauphiné libéré, bien sûr. Alors aujourd'hui, c'est le niveau de vie. Qui sont les perdants ? Qui sont les perdants? On s'est appuyé sur une enquête de l'INSEE qui dit que le niveau de vie globalement a légèrement reculé en France après la hausse des impôts. Alors qui sont les perdants? Les perdants sont les classes moyennes les plus aisées. Et les gagnants sont les tout petits qui touchent plus d'allocations. Jérôme Cordelier, 2-1 du point cette semaine pour vous. Une Corrézienne. Une Corrézienne, oui. La terre de saga, puisque vous savez, la Corrèze, ce sont donc les unes délocalisées avec du deux point, jolies Corréziennes en couverture. Les sœurs Bach,
Ouais. Voilà, c'est une formidable saga familiale. On a essayé de raconter des sagas familiales, d'entrepreneurs, et la Corrèze en regorge d'histoires comme ça. Et une deuxième celle de Nice. Alors là, c'est un classement. Oui, voilà, on a demandé. Vous savez qu'on est grands spécialistes spécialistes au point de palmarès des hôpitaux et des cliniques. On a demandé à nos spécialistes de faire un zoom sur Nice. Et donc, on fait un grand reportage aussi dans le Trauma Center de l'hôpital. Il est bon. Il est reconnu comme étant. Oui, le Pasteur d'Eau, il vient d'être inauguré, mais c'est l'hôpital du futur à Nice. Merci beaucoup, messieurs. À bientôt. On se retrouve demain à la même heure pour la matinale d'info de Public Sénat et de Sud Radio, dont les programmes continuent avec un décrochage tout à l'heure d'LCP. Merci à tous. À demain.